On va commencer. Donc Emmanuel Gatt, bonjour. Vous êtes artiste associé de cette édition de Montpellier Danse. Donc vous avez finalement un large éventail de vos créations et de différents types de créations. Tout ça est réuni sous le titre Up Close Up. On peut peut-être en savoir un peu plus sur ce titre. Déjà, comment vous le traduisez ? C'est un peu de jeu de mots en anglais parce que up close ça veut dire quelque chose et close up ça veut dire une autre. Donc up close c'est de très très près et close up donc c'est dans le sens cinématographique de la photo, de un gros plan, de se rapprocher vraiment avec la focale. Et donc il y avait cette envie où c'est plutôt quelque chose que je sentis quand j'ai avancé avec le projet, que c'est quelque chose qui ressort un peu de toutes les propositions, cette envie de à la fois faire rapprocher le public, me rapprocher avec le travail de différentes manières sur différentes facettes de ce même public et de rechercher un peu ce qui se passe dans cet espace entre la pièce et la façon où elle est perçue, entre la chorégraphie, la façon où elle est vue, sentie, appréhendée. Et cet espace, dans cette proximité assez intense, sur différentes façons de créer cette proximité. Donc c'est un peu le thème qui revient sur toutes les propositions. Donc on va parler de ces propositions différentes. Donc il y a plusieurs propositions. Il y a d'abord la grande pièce qu'on va voir au Quorum ce soir, c'est Goldlandbergs, qui, on en reparlera après, je vais déjà défiler tout ce qu'il y a. Après, il y a 4 pièces qui en fait sont des focus qui proviennent d'une pièce qui a déjà été donnée à Montpellier, qui a été créée à Montpellier, c'est Brilliant Corners, donc qui reprend effectivement différents éléments de cette pièce en faisant finalement une sorte de gros plan sur certains éléments. Et puis, l'une d'entre elles va être créée directement en public à partir de demain après-midi. Donc, pour je ne sais plus combien de séances exactement, mais jusqu'à la création qui aura lieu au Quorum. Donc, sur ces 4 pièces, 3 seront créées directement sur la scène du Quorum. Et la 4e, et donc c'est celle qui est répétée en public, sera créée par contre en frontal. Voilà. Frontal mais renversé en fait. D'accord. Et donc une exposition photographique. Et puis un événement dans la cour qui s'appelle Danse de cour. C'est bien ça, j'ai fait le tour. Voilà, très bien. Donc on va commencer par Goldlandbergs, qui sera donné ce soir au Quorum. Et donc qui est une création à partir d'une pièce radiophonique de Glenn Gould qui s'appelle The Quiet in the Land, qui est finalement une espèce de transcription sonore d'un passage dans un village du Manitoba, c'est ça, et d'une communauté amish, non, mémonite. Et donc, ça a donné une espèce de tissu sonore assez extraordinaire, d'ailleurs que je vous invite à entendre parce que ça vaut vraiment le coup, et qui est mélangé avec les variations Goldberg de Bach, et qui a donné lieu en fait presque à 2 créations séparées que vous avez réunies. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus à propos de cette pièce ? Oui, alors c'est vrai que le point de départ au niveau de la bande-son était ce documentaire radio que Glenn Gould a conçu, créé. Et je ne pensais pas du tout utiliser la musique de Bach ou les variations. Et donc, la durée de ce documentaire, qui était à 52 minutes, exactement comme les variations, mais était en fait, on a créé une pièce, une chorégraphie avec cette bande-son. Et à un moment donné, pendant les répétitions, vraiment comme presque un exercice de style ou une façon de perturber un peu ce qui s'est déjà installé ou peut-être trop installé,
on a retravaillé toute la chorégraphie, mais avec les variations Goldberg. Et la première idée, c'était vraiment juste une façon très facile d'associer les deux, dans le sens où c'est Glenn Gould qui joue et que ça durait exactement 52 minutes. Et donc j'ai dit, allez, on va faire exactement la même pièce, mais avec les variations Goldberg. Et ce qui s'est passé là, c'est que la pièce a radicalement changé. Et en fait, on s'est retrouvé après un mois avec deux pièces, deux versions de la même démarche qui étaient assez différentes l'une de l'autre. Une avec le bac, une autre avec ce documentaire. Et c'était après une évidence de vouloir imbriquer les deux, les superposer pour créer encore une façon de créer des couches de contrepoint entre ce qui est déjà très élaboré sur les deux, mais pouvoir encore rajouter sur cet aspect de couches de contrepoint. Voilà, et la pièce au total fait combien? 52 52. Donc ça, il y a des décors à part ça, il n'y a pas un décor proprement dit, mais il y a un élément, mais on va pas tout dévoiler quand même, non. Et donc, alors, on va attaquer sur la seconde création, et notamment justement cette création qui va être faite en direct, si je puis dire, ou presque, à partir de demain. Donc, comment ça se présente alors? Parce que là, on arrive... Donc, sur Corner Études, sur ce deuxième programme, c'était vraiment, comme vous avez dit, c'est 4 éléments ou aspects du travail sur Brilliant Corner, la pièce qu'on a présentée ici il y a 2 ans, qu'on avait vraiment envie d'extraire du contexte d'une grande pièce et de les travailler indépendamment pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans une façon de travail ou sur un aspect du travail. Et donc, ces 4 études, ici un peu le nom. Et donc, la dernière qui est qu'on va travailler à partir de demain. Je pense que la seule chose que je peux dire, et c'est lié un peu à ma façon de travail, qu'il n'y a pas trop de des idées préconçues. Donc je ne sais pas exactement sur la façon où ça va se dérouler. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment encore pensé qu'est-ce qu'on va faire demain quand on commence la première répétition. Je pense que peut-être ce soir, après la première, je vais commencer à réfléchir. Mais c'est un des aspects qui était un des aspects pour moi les plus intéressants dans le processus de création de Brilliant Corner, c'était cet aspect de traduction, c'est-à-dire de traduction soit de matière physique, de matière de mouvement, de matière chorégraphique, sur plusieurs façons de comprendre le terme ou la modalité, le mécanisme de traduction, mais aussi en passant entre des formes complètement différentes et comment c'est presque une transposition plutôt qu'une traduction, mais sur cet élément de travail. Et en fait, il y a déjà un embryon de pièce qui va être travaillé à partir de demain, où il n'y a absolument rien. Il y a absolument rien. Donc c'est vraiment une expérience assez exceptionnelle pour le public qui viendra. De toute façon, pour nous, c'est la façon dont on travaille. Donc nous, on est habitués. C'est vrai que la chose nouvelle, c'est d'avoir un public qui est là, et je suis sûr que ça va perturbé, mais dans le bon sens. Et donc les 3 autres pièces seront données sur le plateau du Quorum, donc pour un nombre restreint, j'imagine, de spectateurs, 200 malgré personnes, tout, 200 personnes. L'idée, c'est quand même que les spectateurs puissent vraiment tourner autour de ce qui se passe, enfin, on peut même plus dire sur scène, donc dans une espèce de rapport tout à fait nouveau avec les artistes. Même s'il y a déjà eu l'expérience de Forsyth il y a quelques années, je pense que c'est quand même encore différent cette fois-ci. Je pense que l'idée est de poser cet événement, cette chorégraphie sur un espace qui est beaucoup plus large que l'espace que la chorégraphie elle-même prend, et de permettre au public, d'être debout, d'être mobile, 3, d'être actif dans la façon où il aborde ce qui est en train de se passer. Ça veut dire quelque chose d'extrêmement... on n'est même pas conscient parce qu'on a trop l'habitude, mais de restreint du fait qu'on est assis, on a un point de vue, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se lever, on ne peut pas, dans la façon habituelle de voir un spectacle. Et je sais que moi, quand je travaille, là,
suis jamais assis au studio, je suis toujours debout et je suis en train de tourner autour de ce qui est en train de se passer, des fois rentrer dans l'espace pour voir des différents angles, pour comprendre un peu plus ce que je vois, ce qui est assez naturel. Quand on étudie quelque chose, on ne va jamais le regarder de là, on va toujours faire ça, et ça, et ça, et ça. Et donc c'est un peu permettre au public de faire ça avec la chorégraphie. Et donc c'est aussi une première fois qu'on le fait, donc j'avoue que je ne sais pas comment le public va réagir. Est-ce qu'ils vont rester debout, est-ce qu'ils vont s'asseoir, est-ce qu'ils vont bouger, est-ce qu'ils vont tourner, est-ce qu'ils vont rentrer dans l'espace. Donc c'est à voir. Et les 3 pièces, elles seront données simultanément ou Non, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. C'est 3 pièces, mais c'est presque comme un enchaînement. Il n'y a pas vraiment. D'accord. Ouais. Donc on continue avec l'exposition photographique qui s'appelle It's People, How Abstract Can It Get? Voilà. Dont le titre aussi demanderait peut-être une traduction. It's People, on dit. Parce que là, ça va. Ouais. How Abstract Can It Get? Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui revient depuis des années par rapport au travail que je fais et qu'il y a cette réaction, c'est de la danse abstraite, que je n'arrive jamais à comprendre parce que des personnes sur scène qui se regardent, qui se touchent, en vrai, abstrait ce n'est pas. Ça peut être plein de choses, mais c'est pas abstrait. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, à travers le regard de la caméra, dans des répétitions, c'est la première chose qui, pour moi, est vraiment ressortie d'une manière très intense, c'est cette présence humaine extrêmement immédiate des interprètes, des danseurs, et donc de là le titre. Et donc, en fait, ces photographies sont celles que vous prenez pendant les répétitions, qui sont très très différentes finalement de ce qu'on appelle en général la photo de danse. Elle est très différente parce que vous êtes plus près, parce que vous avez un autre point de vue, parce que vous cherchez à montrer autre chose. Je pense surtout parce que ça sert à quelque chose d'autre. Ça ne sert pas à être dans un programme ou dans un journal, mais ça sert à quelque chose d'autre qui est lié beaucoup plus à mon processus et au travail qui se passe au studio. Donc j'ai beaucoup plus de marge pour aller très très loin dans cet aspect. Et pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo de danse, justement ? Une bonne photo de danse. Je pense qu'il y a... c'est pas une chose évidente, mais il y a des fois des photos d'une pièce qui arrivent à capturer complètement, pas visuellement ce qui se passe, parce que c'est impossible de capturer sur quelque chose qui est figé et fixe et deux-dimensionnel ce qui se passe dans une chorégraphie qui bouge, qui évolue tout le temps, qui est jamais figé. Mais il y a des fois des photos qui arrivent à vraiment capturer l'essence d'une chorégraphie. La plupart des fois, ils ne ressemblent pas du tout à rien qu'on va voir sur le spectacle. Ils sont très très différents visuellement de ce que la pièce peut être vue en live. Mais ils arrivent à capturer le feeling ou vraiment le sens de la pièce, l'esprit. Ouais, donc c'est assez elusive. Je sais pas comment on dit. C'est pas allusif. Ouais, allusif. En fait, c'est pas la chorégraphie justement. Enfin, c'est pas ce qu'on voit. Non. Et alors, dans cette exposition, il y a une photo cachée. En fait, il y a 2 lieux. Il y a à la salle Béja, à la salle Béja, qui sont tous des photos prises pendant les répétitions de The Golden Birds ici au studio Cunningham. Et il y a une autre photo de Brilliant Corners. Il y a une qui est dans un autre lieu ici, maintenu secret. Dans la gare. Et c'est vous qui emmenez les gens à chaque fois ? Moi, personnellement, non. Et donc, on en arrive au dernier projet, finalement, qui s'appelle Danse de cours, donc qui est une sorte d'event, d'une certaine façon, qui sera créé sur place, à partir d'un matériel chorégraphique plus ou moins existant, je dis bien plus ou moins. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus aussi, et donc dans la cour évidemment de l'Agora, puisque c'est d'où le titre Danse de cours évidemment. Ouais.
C'est une pièce qu'on va danser une fois unique ici dans le festival, dans cette cour, qui est fait vraiment pour ce contexte. Et c'est une grande soupe de matériaux de différentes pièces et qui étaient tous déjà posés dans un espace qui est 20 fois plus grand que l'espace habituel. Et donc ça a complètement quelque chose qui s'est complètement déformé d'une manière extrêmement intéressante dans ce matériel qu'on connaît très bien, mais dès qu'il était posé dans cet espace, c'est complètement transformé. C'était extrêmement intéressant de voir. Et après, le fait qu'il y a des couches et des couches une dizaine de pièces qui se communiquent entre eux ou pas du tout, ce qui est aussi très intéressant. Et voilà, en fait, on n'a fait que 2 répétitions. Donc c'est aussi un processus qui avait un côté voulu d'être extrêmement court et rapide pour créer une genre de fraîcheur, une spontanéité dans la façon où les danseurs vont aborder ce qu'ils ont à faire. Donc c'est quelque chose qu'on touche un peu, mais pas vraiment, pour laisser vraiment la chose se passer en vrai, en temps réel, pendant le spectacle. D'accord. Et alors, je vois Jean-Jacques Coron dans la salle. Vous venez d'être soutenu, vous commencez à être soutenu par la fondation BNP Paribas. Commencer, non. Je suis soutenu par la fondation depuis qu'on est en France. Ah oui, depuis si longtemps que ça. Depuis 6 ans. Ouais. Je pensais que c'était plus récent que ça. Alors, non, excusez-moi. Non, peut-être que Jean-Jacques Coron peut en dire 3 mots. Ça tombe bien parce que je voulais poser une question sur les conditions de production du travail et aussi dire un mot sur la manière dont finalement tout ce travail peut exister avec des partenaires et au premier rang desquels Montpellier Danse, parce que là c'est vraiment l'occasion, je crois, pour toi de présenter toutes les facettes de ton travail. Oui, ça fait quelques années qu'on se côtoie. Et qu'on soutient le travail d'Emmanuel Gatt, comme on soutient le travail d'autres chorégraphes. Et si j'ose dire, Emmanuel, tu es un peu à l'origine de notre rencontre avec le festival Montpellier Danse, parce qu'il y a 2 ans, quand tu es venu présenter Brilliant Corner, nous étions tous à tes côtés pour voir cette création. Et puis, évidemment, nous n'avons pas découvert le festival Montpellier Danse, qui existe depuis bien longtemps. Mais nous avons comme ça trouvé dans cette atmosphère de Montpellier Danse des amis. Et nous avons eu envie d'aller plus loin et donc de soutenir le festival. Donc voilà, tu es un peu, d'une certaine façon, à l'origine de notre rencontre avec Jean-Paul et toute l'équipe que je vois là-bas. Voilà, nous, on continue sur la danse contemporaine. Je ne vais pas vous faire un catalogue de tous les artistes qu'on soutient. C'est très important, notre engagement. Il existe depuis quasiment que la Fondation existe pour la danse, c'est-à-dire l'année prochaine, nous fêterons nos 30 ans. Donc, nous continuons à penser que le soutien à la création, et notamment dans le spectacle vivant, mais aussi autour du mouvement, est une chose importante. D'ailleurs, je voudrais dire aussi que c'est à Montpellier Danse que nous avons aussi vu Fia Ménard, entre autres. Nous l'avons revu après. Et nous avons décidé aussi de soutenir son travail. Donc voilà, autour de la danse, des nouveaux arts du cirque ou des formes hybrides, peu importe, nous continuons le combat, si j'ose dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'imagine que oui, quand même. Non. Oui, il me semble que, Emmanuel, vous pourriez peut-être juste un petit peu préciser, aller plus loin sur la fameuse articulation entre les 2 sources de Glenn Gould, les 2, parce que vous avez été synthétique, c'est très bien, mais du coup, j'avoue, ma curiosité est entière pour capter cette idée de superposition, l'intrication, enfin voilà, comment ça s'est joué. Vous avez, on a essayé, puis finalement la pièce elle-même se transformait du fait de l'écoute, si j'ai bien compris. Enfin voilà, j'avoue qu'on devrait pouvoir développer là un peu plus. Donc, je vais commencer par vous dire que là, il y a
10 minutes, j'étais en train de changer quasi tout le montage qu'on avait encore hier pendant la générale, parce que ça... Et je suis sûr que je vais continuer à le faire pendant toute l'année à venir. Et je le dis parce que c'est lié vraiment à cet acte de prendre que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup et que je travaille avec très longtemps. C'est de chercher des matières ou des sources qui sont déjà extrêmement complexes dans leur structure, et après chercher comment je peux encore les compliquer. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec ces deux sources, parce que ce que Glenn Gould a fait, en fait, il a fait 9 interviews de 9 personnes pendant il a passé une semaine dans ce village, il a interviewé 9 personnes, il a enregistré encore énormément de matière sonore, il a construit une fugue immense, gigantesque de voix, des sons qui est vraiment de la musique pure, mais de la musique, la plupart c'est des gens qui parlent, mais c'est vraiment, il y a un aspect de structure musicale qui est extrêmement complexe. Et évidemment la musique de Bach, qui est construite aussi sur cette complexité polyphonique très élaborée. Et donc déjà il y avait ce côté entre ces deux matières qui était extrêmement intéressant à imbriquer et à superposer pour avoir de plus en plus de complexité dans cette structure, et dans cette soupe rajouter la chorégraphie qui fonctionne dans des règles qui sont à peu près les mêmes. Donc il y a une envie d'accumuler de complexité, dans un sens avec le but de trouver une façon de calmer tout. Donc une fois qu'on jette énormément de choses, en fait, comment on arrive à après calmer ce chaos de lignes et de couches et d'informations qui s'accumulent, mais sur quelque chose qui finalement devient assez simple dans notre capacité de l'appréhender. Donc c'est toujours un challenge qui est extrêmement intéressant. La raison pourquoi les variations Goldberg qui n'étaient pas là au début se sont rajoutées, c'est dans la démarche qui est assez habituelle du travail, qu'il y a quelque chose qui se construit, qui est frais et qui à un moment donné s'installe et comment on dit, ouais. Et donc c'était une façon de nous perturber tous, moi, les danseurs, la pièce, remettre tout en question et dire d'accord, tout ce qu'on a fait là pendant 6 mois, on jette, on fait quelque chose d'autre avec quelque chose de complètement différent. Et donc et après le résultat de ce deuxième processus avec la musique de Bach était extrêmement intéressant, mais il était allé dans une direction qui était très différente de la première avec l'autre bande son. Et du coup l'idée de pouvoir garder ces deux différentes façons d'appréhender cette chorégraphie. Lequel ? Vous dites, bon, on l'a donc fait avec des variations et ça a été de manière très différente. Qu'est-ce qui était différent ? Oui, qu'est-ce qui se passe là dans ce... Bon, pour être plus simple, est-ce que c'est simplement l'écoute d'un son autre qui fait voir la danse différemment ? Non, ça change la façon. Ou est-ce que la danse elle-même s'en trouve totalement affectée ? Ouais. Les danseurs réagissent complètement différemment aux deux sources. Ça veut dire les danseurs, et parce que dans la façon où la chorégraphie est conçue, ils ont énormément de marge de liberté, donc ils sont libres à faire leur choix constamment. Donc ils en font, et ça s'accumule, et après 3 répétitions, la pièce change complètement. Et donc du coup, tu te retrouves avec la même matière, mais elle est posée d'une façon, c'est comme du Lego, c'est juste des briques, mais tu peux construire ce que tu veux. Donc ça bouge et ça devient quelque chose de complètement différent dans la façon où eux ont réagi à la musique. Mais du coup, avec ces deux structures chorégraphiques qui étaient très différentes dans la façon dont ils étaient influencés par la bande-son, donc c'était intéressant de pouvoir les remettre ensemble. Utiliser le mot de documentaire pour parler du... C'est comme ça que c'est voilà. défini. Et tel que le décrivait Agnès Izrine, et tel que vous l'avez un petit peu évoqué après en parlant de fugue musicale, etc.,
Je me demandais de quelle nature, de quelle forme ça avait finalement. Documentaire, ça veut dire... C'était vraiment un documentaire que Glenn Gould a conçu pour les... Il travaillait beaucoup avec la radio canadienne. Et donc, il leur a fait une proposition de faire 3 documents. Il en a fait trois documentaires, tous sur des communautés assez isolées au nord du Canada. Et donc, mais c'était un documentaire à sa façon. Donc, c'était que du texte. C'était pas des bouts de musique, mais c'était vraiment un documentaire, mais un documentaire où des fois tu te retrouves avec 9 personnes en train de parler en même temps, donc tu comprends rien, mais tu chopes un mot. Mais c'était vraiment. C'est défini comme documentaire par lui. Donc, j'utilise le terme, mais ça va au-delà d'un documentaire. Ouais. Et l'aspect documentaire, en fait, c'est qu'il a interviewé 9 membres d'une même famille qui parlent de leur vie. C'est ça l'aspect documentaire de la chose. Et après, effectivement, il en a fait un montage totalement musical. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a un moment où vous considérez qu'une pièce est terminée, ou est-ce que vous avez toujours envie de la restructurer ? C'est pas que j'ai envie, c'est qu'elle me le demande, donc je suis obligé de répondre. Ouais, non, une pièce n'est jamais finie, mais une pièce n'est jamais finie parce que c'est pas, dès le départ, c'est pas conçu comme quelque chose avec un point final. Donc ça va être fini quand je vais trouver toutes les réponses ou toutes les solutions. Dès le départ, c'est conçu comme un processus. Et ça reste un processus jusqu'à la... Ça se finit en fait quand on joue la dernière représentation. Ça se finit parce qu'il n'y a pas d'autres dates après qui vont me permettre de continuer de travailler à moi et des danseurs, sinon ça n'arrête jamais. Ouais. Quelqu'un d'autre ? Je reviens sur les conditions de production de tout ça, parce que c'est quand même assez conséquent, cette pièce, les autres, l'exposition photographique. Comment est-ce que tu construis ça dans le temps ? Avec quels moyens ? On a beaucoup de chance d'avoir des partenaires extrêmement fidèles et généreux. Et évidemment, Montpellier Danse, qui était vraiment au centre de toute cette production. Mais après, d'autres coproducteurs qui nous soutiennent depuis des années, donc, des singles à Anvers, Lincoln Center, Roma Europa, j'espère que j'oublie personne. Donc des théâtres ou des festivals qui sont là et qui nous suivent et qui permet à ce travail de se faire. On est une structure assez différente de la façon où on travaille de ce qui est habituel. On est beaucoup moins subventionné et on est beaucoup plus lié à ces genres de partenaires de production, plutôt à des subventions publiques. Et donc, d'un côté, c'est peut-être il y a une genre de fragilité parce qu'on n'a pas énormément de moyens. Mais il y a aussi un côté que moi j'aime beaucoup, c'est que le travail se fait avec face à moi des vrais partenaires. C'est des personnes qui sont là, qui me soutiennent à cause du travail et qu'il y a un dialogue sur une durée. Et c'est pas des moyens qui arrivent parce qu'ils arrivent, je ne sais pas d'où, et en face il y a une entité qui est un peu vague, mais il y a vraiment une personne toujours face à moi. Et c'est quelque chose qui donne de sens un peu. Il faut demander à Florence. Non, je ne parle pas du montage financier, là je parle du montage des créations. Comment est-ce que ça passe par des résidences, ça passe par des résidences. C'était ça aussi la question. Ça passe par des résidences. On a fait 2 résidences ici à Montpellier. On a fait une résidence à Anvers. On a fait une résidence avec un autre partenaire à Roubaix, le CCN de Caroline Carlson, qui vient de changer, mais c'était encore le temps de Caroline. Oui, donc on fait des résidences, on bouge partout pour répéter. On travaille aussi, on a nos studios à Istres où on est en résidence. Et sur tout ce projet, en fait, on avait 15 semaines de travail, mais répartis sur une année. Donc, c'est pas tant de temps que ça. C'est des processus assez vite, mais ils sont étirés sur le temps. Ça veut dire on a tout.
Tout, ouais. On a 15 semaines de travail. On a commencé en juin l'année dernière et D'autres questions? Oui, par rapport aux danseurs, en fait, votre équipe artistique, en fait, comment, je sais pas, comment vous travaillez ensemble, quelle contribution, enfin, dans la création, dans la gestuelle, enfin, tout ça, quoi, c'est hyper important. Et, enfin, comment... donc déjà, je suis une équipe qui travaille avec moi depuis 4 ans, 5 ans, les mêmes danseurs. Donc c'est une équipe on a un passé ensemble. La façon dont on travaille, c'est assez simple. Je fais rien, sauf d'écrire des petits points de départ ou des petites règles de jeu. Et après, je vais boire mon café, je reviens pour voir ce qu'ils ont fait. Et je ne suis pas dans la façon de travail de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais je suis beaucoup plus intéressé en fait, je pense que ce que je fais ressemble beaucoup plus à un travail d'un sociologue ou d'un anthropologue qui vient et qui essaye d'observer la façon dont une communauté fonctionne, quelles sont les forces qui vont déterminer pourquoi ça va se passer de cette manière ou pas d'une autre, pourquoi ces groupes ou ces sub-groupes vont se construire, etc., pourquoi ces dynamiques et pas des autres. Et donc, ce que je fais, je joue avec les règles. C'est des règles qui sont posées, qui sont nuancées, changées, etc. Et dans ce champ de jeu, ils sont libres complètement et encouragés à être autonomes et faire des choix constamment. En fait, c'est un jeu de choix. Ça veut dire il y a des règles et la chorégraphie, c'est un système qui va émerger à partir de l'accumulation de choix qu'eux, ils vont faire. Donc des choix qui touchent à tout, au mouvement, à la façon dont ils vont interagir un avec l'autre, où ils vont communiquer, etc. Donc je suis bien à l'extérieur, je ne rentre jamais dans leur champ de jeu, je suis à l'extérieur, je touche à ces règles et j'observe, je touche à ces règles et j'observe. Et c'est vous qui choisissez, in fine. Je choisis quoi? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que je gardais? Qu'est-ce que je garde? Non, c'est une bonne question parce que je pense qu'avec les années, je garde de plus en plus. Ça veut dire j'essaye de élaborer ma façon de poser ces règles au départ et qui vont être assez justes pour pouvoir accepter tout ce qui va émerger après comme résultat, même si c'est quelque chose que j'ai pas du tout, je me suis pas attendu du tout, qui me surprend complètement, mais je l'accepte parce que c'est ce qui s'est produit. C'est aujourd'hui assez rare que je dis bon non, ça c'est nul, on va faire quelque chose d'autre. Ça arrive, mais de moins en moins. Après, il y a une phase de travail qui vient un peu vers la fin, qui est une phase assez technique de montage. Puis il y a des choses qui sont super, mais dans le montage global, il ne sert à rien. Il ne fonctionne pas, donc on jette, on fait quelque chose d'autre ou on fait pas. Donc c'est... Dans une zone très proche, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est votre conception du lien, du mouvement et de la musique? Puisque on l'a vu, ces pièces sont appuyées très fortement sur votre goût et votre écoute musicale extrêmement pointue. Alors voilà, comment vous concevez ce rapport qui a tellement de diversité possible? Je pense que plus je travaille, moins je le comprends, ce rapport. J'avais une idée assez claire il y a 15 ans. Il y a 5 ans, je commençais à me poser des questions et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai aucune idée. Mais dans ce sens, c'est la chose qui me passionne vraiment. Ça veut dire le lien entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. C'est deux façons très différentes de perception. Et entre les deux, il y a un champ de recherche qui est pour moi passionnant et je passe la plupart de mon temps à essayer de jouer avec ces rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, la façon que ça se met ou pas
ensemble, pourquoi ça se met pas ensemble, comment on peut le perturber pour avoir une meilleure compréhension, etc. C'est une chose qui est beaucoup travaillée sur le deuxième programme sur Corner Études, là où on touche vraiment dans toutes les pièces, on touche à cette question d'une manière très directe et très différente sur chacune des pièces. Donc, de toute façon, c'est la plupart des fois, c'est ce qui se passe. On ne travaille pas avec la musique, on va danser avec. Ouais. Ouais. S'il n'y a plus de questions, je vais libérer Emmanuel quand même. Merci beaucoup.